Donc je vais commencer, on va faire une brève présentation de l'INPI, au début, on va pas y passer trop de temps parce que je sais que le temps va filer, à une vitesse, assez, rapide. Et ensuite on, partira sur, les sujets qui vous intéressent. Donc, les effets de l'intelligence artificielle sur la propriété intellectuelle. Sachant qu'on a pris la liberté de, regarder aujourd'hui uniquement tout ce qui va concerner de un les droits d'auteur et de 2 le brevet. On pourrait parler, de la marque et des dessins modèles, même si, au niveau des effets de l'intelligence artificielle, on va dire que, c'est beaucoup lié, pour ces sujets-là aux droits d'auteur. Donc s'il y a des questions sur ces sujets-là à la fin, bah, vous les poserez à la fin de la présentation. Heu Comprenez qu'on est, très peu de temps, donc on ne peut pas, traiter tout le sujet, qui est très vaste. Donc déjà, dans un premier temps, l'INPI, qui sommes-nous? Alors historiquement, l'INPI, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, le centre, de réception et d'examen des demandes de titres de propriété industrielle, donc brevets, marques, dessins et modèles. Aujourd'hui, les missions de l'INPI sont beaucoup plus variées. On est un centre de formation, donc on a des formations gratuites et payantes, sur les matières de propriété industrielle. On est aujourd'hui aussi, c'est pour ça qu'on est ici avec Marie, on est ici pour, accompagner les entreprises, les sensibiliser sur la propriété industrielle. On a des missions de lutte de contrefaçon et depuis, début 2023, on est en charge du guichet unique des entreprises. Nous sommes présents dans tout le territoire national, donc à minima une délégation par région, qui sont là pour, répondre, du coup à la demande régionale, heu, en matière de propriété industrielle et également, à l'international avec des conseillers internationaux qui ont une double casquette. Ils sont là pour vous accompagner si jamais vous avez des problématiques de propriété industrielle à l'export. Parce que on va dire que tout ce qui est, droit de la propriété industrielle, c'est de souveraineté nationale, hein. Il y a des petites différences, même si on essaye d'harmoniser à l'international. Il y a des petites spécificités, en fonction de l'endroit où vous êtes, et donc ces conseillers internationaux sont là pour, accompagner les entreprises à l'export. Ils ont aussi une casquette politique, pour, tout ce qui est, accompagnement des accords, entre les offices. Donc, à l'INPI, on signe, quand même, pas mal d'accords pour faciliter l'exportation des titres de propriété industrielle français à l'international. Donc comme je vous l'ai dit, on va traiter, essentiellement que de droits d'auteur et de brevets. On va d'abord définir, ce qu'est l'IA et poser, les différents, principes généraux. Donc l'intelligence artificielle aujourd'hui, on la définit comme étant l'ensemble, des, théories, des méthodes, techniques, que sont capables de qui sont capables de créer des machines, pour reproduire et simuler, on va dire, une certaine forme d'intelligence humaine. Heu, donc retenez que l'intelligence artificielle, c'est capable d'apprendre, c'est capable de raisonner, et d'interagir de façon, autonome, en s'adaptant, par elle-même. Donc c'est tous ces programmes-là que vous connaissez sûrement, qui sont capables, de raisonner par eux-mêmes. Heu, L'IA Act, en donne, à peu près cette définition. Donc, l'IA Act, c'est, un règlement européen qui est donc d'application directe, en France. Il n'y a pas besoin d'attendre une transposition de telle ou telle loi, comme pour les directives. Aujourd'hui donc, l'IA Act a des dispositions qui sont applicables directement. Elles sont applicables, on va dire, de façon diluée dans le temps. Chaque année, il y a des obligations en plus qui sont, obligatoires, pour les entreprises et il y a une date butoir qu'il faut retenir, c'est août 2027. C'est, la date à laquelle l'ensemble du règlement, sera, applicable et c'est vraiment la date butoir où toutes les entreprises devront, se référer à ce règlement. Et il peut y avoir des peines, financières si jamais l'entreprise ne respecte pas l'IA Act. La plupart des obligations
présentes dans l'IA Act sont des obligations éthiques pour notamment qu'on puisse vérifier qu'une intelligence artificielle, elle soit fiable et que ce soit pas contraire du coup à ce que peut préconiser le règlement. Donc c'est une avancée, hein, au niveau international, au niveau de l'Europe, mais au niveau international et on influence directement les juridictions internationales, via, ce règlement. Alors pour donner différents exemples d'usage, aujourd'hui, principalement, quand on parle d'intelligence artificielle, on pense, à, l'intelligence artificielle, générative, donc Midjourney, ChatGPT, tout ce qui peut générer des textes, des images et des vidéos. Mais, elle est présente dans énormément de domaines et ce depuis, très longtemps en réalité, hein. On en entend parler depuis, quelques années, de façon, exponentielle, mais ça fait, très longtemps qu'on utilise l'intelligence artificielle, notamment dans les véhicules autonomes, dans la robotique, dans la médecine. Donc il y a, énormément, d'applications possibles. Heu, n'est-ce pas Marie? Désolé, on s'est même pas présenté, j'ai été super rapide, pour le démarrage. Mais, On se donc du coup, présentera je te à laisse la la fin. parole. Oui, alors je vais prendre le relais, avant de rentrer plus concrètement, dans la partie, droit d'auteur et après, sur tout ce qui est, pour, Gauthier reviendra sur le brevet. Là, cette slide, c'était pour vous montrer que, dans un projet et dans l'intelligence artificielle, il ne faut pas se cantonner à un seul titre. C'est qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent répondre à une protection en matière de propriété intellectuelle. Comme on a fait ressortir tout ce qui est base de données, le design, les codes sources, codes objets, le marketing du logiciel, un prompt, l'algorithme savoir-faire non détectable et l'algorithme avec fonctionnalité technique. Donc tout cela peut répondre à éventuellement se poser des questions s'il y a une protection ou non qui peut être amenée. Je te... Ouais. Ouais, fais-moi un code, hein, pour tourner les slides parce que comme je vous vois pas en plus là. Ah oui, en plus, tu vois pas. Donc effectivement, Ouais. je te le dirai direct. Effectivement, donc là, c'est aussi pour vous parler donc complémentarité des titres, c'est que par exemple au niveau du droit d'auteur, on reviendra beaucoup plus dessus, tout à l'heure, mais le code source, le jeu, les œuvres générées, pour le rôle en intelligence artificielle, ça va être protéger les créations humaines autour de l'IA. Droit, des brevets, on va s'attarder sur tout ce qui est technique, donc ça va être protéger l'innovation technique en utilisant l'intelligence artificielle. Le droit des bases de données, on ne reviendra pas dessus, mais il ne faut pas l'oublier. Là, on va parler de structure de la base de données, tout ce qui va, on va dire, alimenter l'intelligence artificielle. Et ensuite, pas oublier que le nom de votre intelligence artificielle, du produit, de la société, peut aussi être déposé en tant que marque. Il ne faut pas aussi oublier ce titre. Je te laisse retourner la slide. Donc, pour rentrer dans les deux parties qu'on a vraiment mis en avant avec Gauthier, donc le droit d'auteur. Pour revenir sur l'essence même de la notion de droit d'auteur, déjà, on vous a mis quelques articles. Le droit d'auteur, à la différence à l'INPI, on va déposer tout ce qui est propriété industrielle, qui sont la marque, le brevet, le dessin et modèle. Et il y a une formalité à accomplir pour avoir cette protection. Pour le droit d'auteur, on va dire que ça naît sur la tête de l'auteur, il n'y a pas de formalité à accomplir, c'est une protection automatique. Comme indiqué dans les articles du Code, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création. C'est en plus une protection qui est assez longue parce que c'est 70 ans après la mort de l'auteur. Donc, elle est réputée créée de toute divulgation publique, même inachevée, de la conception de l'auteur. Voilà. Donc, quand on parle droit d'auteur, là, on va s'attarder sur tout ce qui est logiciel, etc. Mais le droit d'auteur, c'est, on va dire, ça peut être un roman, etc. Donc, pour la slide suivante, effectivement, comme dans tout ce qui est brevet, marque, dessin et modèle, il y a des conditions. Dans le droit d'auteur, la condition qui va être mise en avant pour avoir cette protection, même si elle est automatique, il faut pouvoir démontrer l'originalité. On va parler d'empreinte de la personnalité, l'empreinte de la personnalité de l'auteur, les choix délibérés qu'il en a fait. C'est
en démontrant tout ça et de pouvoir mettre en avant que effectivement c'est lui qui a apporté sa patte, son style sur ce qu'il a créé, c'est là que l'originalité va être démontrée. C'est, comme indiqué sur la slide, l'expression des choix libres et créatifs de l'auteur. C'est vraiment des critères qui sont objectifs. Voilà. Ensuite, on va rentrer plus concrètement dans le droit d'auteur et l'intelligence artificielle après avoir fait une petite piqûre de rappel sur la notion même et l'essence même du droit d'auteur. On va voir pour les créations qui sont générées par l'intelligence artificielle 2 catégories. Les créations assistées par ordinateur, c'est-à-dire qu'elles vont dépendre de l'intervention humaine. Et l'autre catégorie, c'est les créations générées spontanément. Elles sont produites sans intervention humaine. C'est donc là la différence, c'est lorsque soit il y a une intervention humaine ou l'autre catégorie où il n'y a pas besoin d'intervention humaine, c'est l'intelligence artificielle qui va directement générer cela. Donc, les créations assistées, donc là, lorsqu'il y a une intervention humaine, donc là, on va vraiment s'attarder sur la titularité, qui est auteur de ce que l'intelligence artificielle apporte. Donc, pour les créations assistées, il est possible de considérer que la marque de l'intervention personnelle de l'auteur demeure. Donc là, on a mis en avant à chaque fois par des jurisprudences. Donc là, par exemple, en 2000, le tribunal de grande instance de Paris indiquait que la composition musicale assistée par ordinateur, dès lors qu'elle implique une intervention humaine du choix de l'auteur, conduit à la création d'œuvres originales. Vu que l'auteur il y a eu une intervention humaine et c'est lui, à part ses choix délibérés, qui a mis en place cette intelligence artificielle, il est déclaré auteur, à condition qu'elle laisse apparaître de façon minime l'originalité qu'a voulu apporter son concepteur. Ça a été conforté du coup par la Cour d'appel de Bordeaux en 2005. Voilà. Ensuite, les créations générées spontanément. Donc là, il va y avoir plusieurs courants et plusieurs appréciations. Donc l'appréciation in concreto, qui est plus au niveau de tout ce qui est courant anglo-saxon et chinois, c'est qu'on va observer une division entre ceux qui estiment que l'on peut encore distinguer l'intervention de la personnalité de l'auteur et ceux qui militent pour une conception objective des notions d'œuvre d'esprit, de l'esprit et d'originalité. Pour cette appréciation, on va prendre en compte plusieurs choses. Le type d'intelligence artificielle utilisée, la portée de son intervention et le degré de liberté de l'utilisateur, pour voir si un droit d'auteur peut être mis en avant et être protégé par le droit d'auteur, effectivement. Ensuite, donc pareil, on a mis en avant quelques jurisprudences. Donc le droit anglais a fait le choix dès 1988 de protéger par le droit d'auteur les Computer Generated Works, à savoir les créations générées par ordinateur dans des conditions excluant toute intervention humaine directe. Donc l'auteur sera considéré comme la personne qui prend les décisions nécessaires pour la création de l'œuvre, vu qu'il a, on va dire, ordonné et fait des choix délibérés pour qu'il y ait un résultat, la personne qui a généré cela sera déclarée comme auteur. Donc, il y a eu une décision américaine en 2023 qui s'est concentrée sur l'utilisation avec Midjourney et qui a considéré que les 600 prompts utilisés montrent que le résultat est finalement aléatoire et que le créateur ne maîtrise pas le processus créatif. Il n'y avait pas assez, on va dire, d'originalité pour considérer cela. Et que l'Office a quand même expliqué qu'il peut y avoir des œuvres couvertes par le copyright alors qu'elles ont été en partie faites par l'intelligence artificielle, mais sur des contributions faites par un humain. Donc, il y a vraiment eu l'intervention humaine, donc on peut considérer qu'il y a du droit d'auteur dans ces cas-là. Et la décision chinoise, pareil, en novembre 2023, le défendeur a contesté la titularité des droits du demandeur sur l'image, contraignant ce dernier à apporter des éléments justifiant le processus créatif de l'œuvre en question et les droits d'auteur invoqués. Donc, la décision du tribunal a été que les créations issues d'intelligence artificielle peuvent, au cas par cas, être protégées par le droit d'auteur. C'est vraiment au niveau de la titularité, on va reconnaître une protection par le copyright et la multitude de prompts utilisés montre bien l'effort créatif de l'auteur. Donc là, ça revient à l'essence même du droit d'auteur que je vous ai présenté au tout début. Voilà.
Ensuite, l'autre courant, donc le courant, on va dire plus classique, le courant, européen, donc là, va mettre en avant l'incompatibilité intelligence artificielle et droit d'auteur. Heu, c'est donc ça on plaide pour l'incompatibilité des notions classiques du droit d'auteur avec les créations générées spontanément. La protection de ces créations viendrait soit forcer les notions d'œuvre de l'esprit et d'originalité, parce que, les créations générées spontanément, c'est-à-dire qu'on va pas considérer qu'il y a eu, un auteur. Ça veut dire directement que c'est l'intelligence artificielle qui a fait directement, et on ne peut pas considérer qu'il y a eu quelqu'un derrière. Et donc, ça va étendre les risques de dénaturer l'essence même du droit d'auteur. Et la protection devrait être rejetée dès lors que l'IA n'est plus utilisée comme un simple outil. Et il y a eu aussi une décision, donc une décision tchèque, en novembre 2023. Octobre, Le tribunal a jugé, octobre, oui, j'ai dit, oui, octobre 2023, pas grave. le tribunal a jugé qu'une, hein? J'ai dit: «C'est pas grave». Le tribunal a jugé, oui, oui. Le tribunal a jugé qu'une image générée par IA n'est pas une œuvre de l'esprit et ne peut donc pas bénéficier d'une protection par le droit d'auteur. Donc il y a vraiment 2 courants qui vont, on va dire, qui coexistent, heu du coup, le courant plus classique, plus européen, a plus de difficultés et rend inco enfin, met en avant l'incompatibilité intelligence artificielle et droit d'auteur. Ouais, ce qu'il Voilà. faut retenir, précisément, c'est vraiment que, les Américains et les Chinois, eux, ils acceptent de quand même, Mmh, examiner s'il y a, de l'originalité ou si c'est émané de l'œuvre ou de l'esprit de l'auteur. Alors qu'en Europe, la décision tchèque, mmh, les juges ont décidé de pas du tout examiner et ont dit que c'était incompatible. Maintenant, ça reste du spéculatif parce que, on n'est pas à l'abri d'avoir une décision, qui soit un revirement comme on peut dire. tout à fait. Donc on est sur des décisions, on va dire, instables, hein, mais donc on pourrait croire qu'en France, on serait plus proche de la décision tchèque que des décisions américaines et chinoises. Tout à fait. Et après, pour finir sur le droit d'auteur, comme on indiquait que c'était une protection qui était automatique sur la tête de l'auteur, pas oublier, là, c'est des petites recommandations en tant que chargé d'affaires, sur le dépôt probatoire pour, on va dire, c'est une preuve juridique. Comme il n'y a pas de formalité pour obtenir, on va dire, pour avoir ce droit d'auteur, ce dépôt probatoire, ça va être par exemple, le ISOLO à l'INPI, mais vous avez d'autres organismes qui apportent ce type de protection. C'est pas un titre de pays comme c'est indiqué, c'est une preuve de vos droits. C'est, on va dire, tout est dématérialisé. Pour le e-solo, c'est directement sur le compte de l'INPI, vous organisez vos fichiers et ensuite vous avez une empreinte numérique. Et c'est après archivé numériquement. Ça va faciliter la preuve de vos droits, ça matérialise vos créations numériques et ses évolutions, et ça donne une date certaine à votre création numérique. Et c'est une preuve qui est valable à l'international sur les pays qui reconnaissent du coup tout ce qui est preuve juridique, telle que le dépôt probatoire. Voilà pour le petit focus droit d'auteur avec l'intelligence artificielle. Très bien. Merci Marie. Du coup, je reprends la main pour le brevet. Est-ce qu'une intelligence artificielle, est brevetable? Alors, avant de répondre à cette question, enfin, c'est pas vraiment une anecdote parce qu'il fallait se poser la question, est-ce qu'une intelligence artificielle peut être inventeur? Donc peut être déclaré comme inventeur dans un dépôt de brevet. C'est un collectif, hein, qui a commencé, à se poser cette question et qui a fait une tentative de plusieurs dépôts de brevets, avec, une intelligence artificielle, désignée comme inventeur. Donc c'était, pour, alors je l'ai pas mis je crois l'innovation, mais c'était une espèce d'assiette, avec, une reconnaissance, lumineuse, je ne sais plus trop le sujet, mais quoi qu'il en soit, toutes les juridictions s'accordent, et sont harmonisées là-dessus, hein, et il n'y a pas fallu attendre en fait cette décision pour avoir cette, enfin la réponse. Ça fait des années qu'on fonctionne, ainsi. Seul un être humain, donc doté de la personnalité juridique, peut légalement être désigné comme inventeur. Donc on ne peut pas désigner une intelligence artificielle comme étant
inventeur, même si mécaniquement, on pourrait, développer une innovation via l'intelligence artificielle. Ce sera toujours, un humain qui sera à l'origine de cela. Donc ça, on va dire que c'est la première condition, il faut avoir la personnalité juridique pour, être désigné comme inventeur. Les autres critères de la brevetabilité, donc c'est la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle. Donc la nouveauté, c'est une nouveauté absolue dans l'espace et dans le temps. Ça veut dire que l'invention, elle doit pas être comprise dans l'état de la technique, donc dans ce qui existe déjà, ce qui est rendu accessible au public. Peu importe la forme, hein, si ça a été rendu accessible lors d'un salon, si ça a été rendu accessible, la technique, j'entends, dans une divulgation, dans une revue de presse ou un autre dépôt de brevet, la nouveauté est entérinée. Donc attention, on peut s'auto-divulguer soi-même sans le faire exprès. Comme je l'ai dit, dans un salon, vous pouvez divulguer votre technique et dans ce cas-là, il n'y a plus de dépôt de brevet possible, c'est fini. Donc c'est un critère auquel il faut faire très attention, notamment, avant le dépôt. L'activité inventive, donc un critère un peu plus complexe, l'innovation ne doit pas découler de manière, trop évidente de l'état de la technique, donc l'état de l'art, pour un homme du métier. Donc c'est-à-dire que pour un spécialiste du domaine de l'innovation, il ne faut pas que, l'innovation soit trop logique, qu'il n'ait pas d'inventivité. Je prends l'exemple souvent, heu, d'une tasse à café. Je crée une tasse à café pour gaucher avec le anse à gauche. Enfin la anse à gauche, c'est pas du tout inventif, c'est même pas nouveau donc voilà, mais enfin voilà, vous avez compris le concept et l'application industrielle, l'innovation doit pouvoir être fabriquée ou utilisée dans tout type d'industrie. Donc ce critère, c'est, dans la plupart des cas, c'est le critère le plus facile à obtenir, mais c'est aussi pour empêcher toute sorte d'innovation, à être déposée et que ces innovations-là soient contraires, à, des lois de la physique ou des mathématiques. Par exemple, les générateurs, autonomes, qui marchent sans éoliennes, sans solaire, voilà les moteurs à énergie perpétuelle, toutes ces innovations-là. Donc voilà tout ce qu'on peut protéger avec, le brevet, enfin les critères, à respecter pour protéger, une innovation. Ce qu'on ne peut pas protéger, ce sont toutes les découvertes, les théories scientifiques, les méthodes mathématiques, tous les signes visuels, les créations esthétiques, les règles de jeu, les programmes d'ordinateur, les algorithmes en tant que tels, les inventions contraires à la dignité, humaine, donc ça, c'est plus un problème licite. Les méthodes médicinales, de traitement chirurgical, thérapeutique, diagnostic et ensuite, tout ce qui va être, race animale, variété végétale et corps humain. Donc tout ça, on ne peut pas le breveter. Donc si on revient, quelques slides en avant à la définition de l'intelligence artificielle, qui est considérée comme une méthode ou un algorithme ou un programme d'ordinateur, on ne peut pas déposer de brevet, sur une intelligence artificielle en tant que telle. Voilà, c'est impossible, heu, mais on sait aujourd'hui qu'il y a bon nombre d'innovations qui sont liées à de l'intelligence artificielle et qui bénéficient d'une protection par le brevet. C'est parce qu'il y a la possibilité de déposer un brevet, et de protéger des logiciels. Donc, on pourrait le faire avec une intelligence artificielle, mais donc ça doit respecter le même principe que la protection des logiciels. Donc le programme d'ordinateur en tant que tel ne peut pas être déposé en tant que brevet, mais si il fait partie d'un tout qui, résolut un problème technique et a une fonctionnalité technique, tout en respectant les critères de la brevetabilité, donc nouveauté, activité inventive, application industrielle, là, on va pouvoir bénéficier du dépôt de brevet. Donc là, vous avez différents exemples, de logiciels qui sont techniques, donc on parle de procédés, concrètement. Tous les logiciels non techniques, donc logiciels financiers, logiciels comptables, heu, il n'y a pas de fonctionnalité technique. C'est, la plupart des méthodes de calcul, donc on va pas pouvoir bénéficier du brevet.
Voilà. Heu, on protège dans un brevet, en général, c'est, enfin le cœur d'un brevet en général, c'est les revendications. Quand on regarde l'architecture d'un brevet, vous avez la description de l'innovation, ensuite les revendications et ensuite les dessins et l'abrégé à la fin. Les revendications, c'est le cœur du brevet. Donc, un brevet de logiciel va contenir des revendications de procédés, de dispositifs, de produits de programmes d'ordinateur, de support de données lisibles par ordinateur. Donc, ces revendications vont être protégées par le brevet si ils respectent les conditions de brevetabilité, donc nouveauté, activité inventive. Donc aujourd'hui, si l'IA possède et génère un effet technique direct. Exemple, le contrôle des freins, de l'ABS, on peut la protéger par un brevet. Là, vous avez un exemple, donc un réseau de neurones convolutifs, voilà, c'est très technique, hein, mais qui permet d'identifier automatiquement des radioisotopes dans des spectres gamma. Donc vous voyez, il y a une identification automatique des radioisotopes, donc il y a un effet technique direct qui est automatisé par l'intelligence artificielle. Donc ça répond à un problème technique concret. Il y a une architecture IA qui est précisément définie. Ça, c'est important, on le verra juste après, précisément définie. Donc ça peut faire l'objet d'un dépôt de brevet. Si c'était juste une méthode de calcul basique, qui n'avait pas d'effet technique et que c'était comme les logiciels comptables, là, ça n'aurait pas été possible. Donc précisément défini, c'est très important, parce que outre les conditions de brevetabilité dont on a parlé, donc nouveauté, activité inventive, application industrielle, le code de la propriété intellectuelle impose une suffisance d'exposé. Donc la demande de brevet, dans la description, dans l'ensemble de ses revendications, doit permettre à un homme du métier, donc le spécialiste du domaine, de reproduire l'invention. Donc pour une intelligence artificielle, les éléments essentiels qu'il faut décrire, c'est le type d'algorithme, les données d'entraînement utilisées, la nature, le volume, les critères d'entraînement de l'intelligence artificielle, afin que on puisse reproduire quelque chose qui soit fidèle. Et en réalité, c'est problématique pour les intelligences artificielles et pour tous les brevets de logiciels en réalité, car on est dans le dilemme de la divulgation. C'est très compliqué de dévoiler le type d'algorithme, les données d'entraînement, et cetera, sans dévoiler en fait tout le code, toute la technique qui ne fait pas potentiellement partie de la protection brevetable, et ne pas se le faire piquer. Donc on est dans le dilemme de est-ce que j'évite d'en dire trop et je risque de ne pas me faire octroyer la protection du brevet, ou est-ce que je dis tout et par la suite on pourra me copier plus facilement? Voilà, c'est la balance entre divulgation et secret, qui est très complexe, et du coup, c'est pour ça que si vous êtes dans cette situation, il faut absolument s'entourer de conseils en propriété industrielle pour vraiment, heu, faire les bons choix dans son dépôt de brevet, pouvoir divulguer, ce qui est nécessaire et ne pas aller trop loin dans la divulgation et dévoiler des choses qui ne sont pas protégeables par le brevet et qui ne sont pas nécessairement divulgables. Petit point statistique, donc les 2 graphiques disent à peu près la même chose. L'un porte sur le nombre d'innovations qui ont été brevetées et qui sont en lien avec l'intelligence artificielle. L'autre, c'est le nombre de familles de brevets portant sur l'IA. Donc c'est sensiblement la même chose. Vous voyez que bah, depuis les années 2016-2017, on a une nette augmentation des demandes de brevets. Depuis 1 ou 2 ans, bon, on n'a pas les chiffres de 2025, mais on pourrait dire qu'on a atteint un pic et qu'on rentre en période de stagnation. Mais ça,
quoi qu'il en soit, on a eu une énorme, augmentation là sur la dernière dizaine d'années, quoi. Sur les évolutions et les potentielles réformes, donc là, on est toujours sur du spéculatif, hein, au niveau des juridictions. On a l'OMPI, donc qui est l'Organisation mondiale de propriété industrielle, qui, conduit des consultations sur, l'impact de l'intelligence artificielle en matière de brevets, et pourrait, il travaille sur, l'adaptation des critères de brevetabilité à l'IA, et notamment au logiciel, hein, pas que à l'intelligence artificielle. Ça pourrait, heu, ça pourrait, amener à la création éventuelle d'un droit spécifique, hein, on pourrait penser à ça parce que, bah, il y a la même chose qui est arrivée pour, les droits d'auteur, pour les bases de données. Donc, pourquoi pas, avoir un droit spécifique, un droit sui generis, pour l'intelligence artificielle. C'est pas une idée qui serait folle, et l'OMPI travaille là-dessus en conjointement avec les différents offices internationaux. Elle est vraiment à la recherche d'une harmonisation internationale, surtout sur ces sujets délicats. Nous, en Europe, on a l'IA Act qui sert déjà de référence. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est surtout, un règlement, éthique qui règle l'éthique, en termes d'intelligence artificielle. Mais on insiste, heu, énormément, pour qu'il soit respecté dans toute l'Europe et aussi à l'international. L'IA Act est vraiment centré sur la transparence et la responsabilité humaine. Et on peut dire, on est sur ce sujet-là, on est quand même avancé. On est avancé juridiquement parlant sur ce sujet. Technologiquement, c'est peut-être autre chose, mais juridiquement parlant, on est avancé. Donc quelques recommandations stratégiques, pour, vous, qui, êtes intéressés par, l'intelligence artificielle ou qui voudraient se conformer, aux règlements, européens. On vous encourage vivement à faire un audit de conformité, donc avec, des spécialistes, hein, dans le domaine, pour mesurer l'impact de l'IA Act sur, vos portefeuilles brevets et ajuster les procédures. Sachant que, je vous rappelle, date butoir août 2027, il faut absolument que vous respectiez les, dispositions de ce règlement. Heu et il peut y avoir des contraintes financières si jamais, ce n'était pas le cas. Il faut former les équipes, recherche et développement aux nouvelles obligations réglementaires. Mettre en place une veille juridique, continue, poursuivre les évolutions et les pratiques, ainsi que les décisions dans ce domaine. Donc, nous, on essaye de surveiller au maximum, les juridictions, à l'international, de tout ce qui peut, tout ce qui pop, en rapport avec, l'intelligence artificielle, qui pourrait, constituer un semblant de revirement, dans le domaine, et tout ça est observé méticulement par les équipes de l'INPI. Mais enfin voilà, il faut que ce soit fait par les équipes, internes de chaque entreprise pour, vraiment, être au courant de l'évolution potentielle qui pourrait arriver. Là, après, une autre recommandation pour les CPI, je ne sais pas s'il y a des CPI, qui sont avec nous, mais l'adaptation des stratégies de rédaction, pour accompagner les clients dans la conformité et maintenir une formation régulière sur ces sujets. Voilà, merci de m'avoir écouté sur ce sujet. On va vous présenter là Mmh. rapidement, il nous reste 5 minutes, je crois, Oui. les coachings de l'INPI, donc les accompagnements personnalisés que nous proposons notamment, pour votre stratégie de propriété industrielle. Tout à fait. Du coup, donc c'est pour revenir, avec Gauthier, comme, on l'indiquait, on est chargé d'affaires donc à l'INPI. Donc, on marche par délégation et notre mission, au sein de l'INPI, c'est d'accompagner, c'est un accompagnement qui est gratuit, sur tout ce qui est stratégie en matière de propriété industrielle. Donc dès que vous avez contact avec un chargé d'affaires, faut pas hésiter, du coup, à convenir un rendez-vous, avec lui pour, voir, déjà
parler de vos problématiques en matière de propriété intellectuelle, voir ce que vous avez fait, ce que vous pourriez faire par rapport à votre domaine d'activité. Et on est là, du coup, pour vous faire des recommandations. On ne remplace pas un avocat ou un conseil en propriété industrielle. Peut vous mettre en relation avec ce type de professionnel si besoin sur certains sujets. Dès que vous avez besoin, vous pouvez nous contacter à la fin des slides. Vous aurez nos emails directement si ça vous intéresse de faire ce type de rendez-vous. Après, lors de ces rendez-vous, on peut du coup être amené à vous proposer des prestations pour du coup vous développer ces sujets au sein de votre société et développer du coup votre portefeuille d'actifs immatériels tels que brevets, marques, dessins, modèles. Donc, on va pas rentrer dans le détail sur toutes les prestations car on va pas avoir le temps, mais pour en prendre deux, trois pour en parler un tout petit peu. Donc, par exemple, vous avez le prédiagnostic. Le prédiagnostic rédigé par un chargé d'affaires c'est, on va dire, un état des lieux un état des lieux et des recommandations sur ce que vous faites. Donc, vous allez, on va dire, allier la théorie à la pratique et les recommandations par le chargé d'affaires vont mettre en lumière ce que vous pourriez faire pour développer donc le prédiagnostic, c'est, on va dire 2-3 mois, pour, la réalisation. Vous avez plusieurs rendez-vous avec le chargé d'affaires et ensuite, du coup, c'est, on va dire un rapport d'une vingtaine de pages que vous pouvez conserver, pour, du coup, répondre à vos questions et à vos problématiques en matière de propriété industrielle. Ensuite, si on peut revenir sur, donc le Pass-Pays. Le Pass-Pays qui est assez connu maintenant, c'est notre aide financière quand, donc le Pass-Pays, l'essence même du Pass-Pays, c'est un effet coup de pouce pour la société. C'est une aide financière où une société peut avoir jusqu'à 3 passe-pays au cours de la vie de la société et c'est sur 16 thématiques, principalement, pour, la société. Par exemple, si on se focalise, là, on a parlé beaucoup brevets, c'est sur, du coup, les honoraires du professionnel tel qu'un avocat ou un conseiller en propriété industrielle. Et donc, ça va être potentiellement sur tout ce qui est études de brevetabilité, mais même jusqu'à aussi rédaction d'un brevet. On peut aider financièrement sur ces sujets. Il y a aussi tout ce qui est marque internationale, accompagnement contractuel. Donc, pendant les rendez-vous avec les chargés d'affaires, vous pouvez, du coup, si le chargé d'affaires ou vous le propose, vous pouvez faire la demande d'un passe-pays sur une thématique. Il y a donc, comme je disais, pour les questions administratives, il y a 3 passe-pays au cours de la vie de la société. Et pour parler côté financier, sur le devis du professionnel, ça peut aller jusqu'à 6 000 € et nous, on prend en charge donc 50%, donc 3 000 € TTC sur le devis. Et pour une dernière prestation qu'on peut mettre en avant, ça va être la masterclass. Je veux bien que tu passes la dernière slide, Gauthier. Donc c'est donc des sujets qui, pour l'Île-de-France, qui vont être assez, qui vont arriver très vite. Donc la masterclass, c'est une formation de plusieurs, sur on va dire 6 jours, avec des journées collectives et des journées individuelles où des coachs, il y a 4 demi-journées où des coachs viennent directement dans vos sociétés pour développer certains sujets en matière de propriété intellectuelle. C'est lorsque la société a vraiment une volonté d'être plus autonome sur ces sujets et de pouvoir du coup potentiellement sur des sujets tels que la veille brevet, par exemple aussi sur l'internationalisation. C'est vraiment des thématiques que vous détectez avec votre chargé d'affaires et ensuite c'est des professionnels qui viennent directement dans votre société ça se finit par une dernière journée collective où sur les journées collectives, vous rencontrez toutes les personnes qui se sont inscrites à cette session. Là, c'est une prestation qui va être payante à hauteur de 3 000 €. Donc, pour l'Île-de-France, comme je disais, les inscriptions sont maintenant. Elles débutent le 10 et 11 février 2026 et pour la Normandie, c'est en septembre 2026. Voilà pour mettre en lumière un peu nos prestations et comment, du coup, on fonctionne au niveau pour rencontrer les sociétés. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin et envie du coup de faire ce type de rendez-vous, vous avez nos emails qui vont apparaître sur la dernière slide. Donc Gauthier fait partie de la délégation du coup Normandie. Donc on marche par numéro de sirène, établissement, le siège de l'établissement. Et moi je fais partie de la région Île-de-France. Voilà pour notre présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions.
Merci Marie, merci Gauthier. Bah, merci à vous, je vais pouvoir enfin arrêter le partage et vous voir. Oh, c'est génial. Ouais, parfait. Ouais, enfin, il y a personne qui a activé sa Ouais, caméra, il c'est y a pas que nous marrant. du coup. Il y a il y a Tu vois que pas nous. grand monde. Non, merci beaucoup pour votre présentation, c'était super intéressant. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses. Merci. Il y a pas eu de questions dans l'onglet conversation, mais vu qu'on est sur un format assez, flexible et où tout le monde peut prendre la parole, s'il y en a qui souhaitent poser des questions, n'hésitez pas la peine de l'écrire ou lever la main avec, l'onglet qui est prévu sur Teams. Je vais vous jeter dans le bain. Oui, Bruno Etting. Oui, bonjour, j'ai juste une petite question si j'ai bien compris, mais je pense que c'était assez clair quand même dans la discussion. Donc le fait de faire un prompt, on va dire, intelligent ou très spécifique qui permet via l'IA apporter une réponse ne peut pas être breveté, c'est ce que j'ai compris. Non, hein, le prompt en soi, en tant que tel, ne peut pas être breveté. Non. Parce il y a bien sûr un être humain derrière qui a forcément tapé les bons mots qui vont bien clés, même si c'est un outil qui l'a digéré. Donc c'est vraiment, à la limite, par contre, si on a utilisé un IA pour avoir une première base et qu'on la modifie, elle, avec un complément humain, ça pourrait être potentiellement breveté. Bah, je suis pas sûr de comprendre, mais non, en réalité, le brevet de logiciel qui est applicable à l'intelligence artificielle, c'est quand l'innovation est liée à l'IA. Donc l'IA fait partie de l'innovation, mais c'est Mhm. pas le cœur du brevet, c'est pas l'IA, c'est pas le prompt, c'est pas l'algorithme, c'est comme on parlait du détecteur automatique ou par exemple l'ABS pour le C'est un détecteur moyen en de fait. freinage. C'est voilà, c'est l'IA. Ah, L'IA fait ok. partie de l'innovation. Donc, dans les revendications, on aura On peut. des outils Mhm. d'intelligence artificielle, mais l'innovation en tant que telle, c'est l'assistance au freinage. Donc, c'est l'ABS. C'est pas l'algorithme. Un algorithme, non, malheureusement c'est une méthode, donc c'est pas brevetable. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a un dilemme qui existe parce qu'on peut protéger une innovation, mais si on divulgue notre algorithme, etc., l'algorithme on peut se le faire piquer, ça peut être utilisé dans une autre innovation, etc. Donc c'est un dilemme qui existe. D'accord. Et sur Voilà. le droit d'auteur, enfin le droit d'auteur pour des œuvres, si on utilise l'IA pour faire un socle, on va dire, c'est pour ça que je vous l'expliquais tout à l'heure, une version 1 qu'on amende, et qui est donc on dépose la version 2 en tant qu'auteur, on peut le faire ça par contre. Alors, Parce pour que le droit sachant que d'auteur, si c'est un peut-être que quand... outil, si vous utilisez l'IA comme outil, alors il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est notamment les risques d'utiliser les intelligences artificielles génératives pour Hmm, tout ce qui est création d'œuvres allez. ou de signes, hein, pour les dépôts de marques, etc. Ouais, C'est si, c'est ouais, quelque ça peut chose être pour qui un se fait signe. énormément Ou du aujourd'hui et graphisme, hein. Ça peut oui, être du du graphisme, graphisme. voilà, Hmm, également, et on a plein de problèmes en réalité. hmm, Les usagers ont plein de problèmes par rapport à ça, heu, parce que le risque, en réalité, c'est que l'IA, par exemple, ChatGPT ou Midjourney, s'entraîne sur des bases de données, publiques style, Google Images, et à l'intérieur de Google Images, il y a des choses qui sont protégées. En hmm. réalité, tout n'est pas, de libre parcours, et vous pouvez, vous retrouver avec une image générée par intelligence artificielle qui en réalité reprend des modèles qui sont protégés par des titres existants. Et si vous voulez l'utiliser ou vous le déposez en tant que titre de marque, vous pouvez vous retrouver contrefacteur malgré vous. Donc quand vous utilisez l'intelligence artificielle, si vous l'utilisez en tant qu'outil, comme l'a expliqué Marie, on pourrait potentiellement, selon certains courants et selon certaines juridictions, vous octroyer des droits d'auteur parce que c'est juste un outil. Mais si vous avez utilisé une intelligence artificielle qui couvre des bases de données publiques, ça reste très risqué. Vous pouvez être contrefacteur. C'est pour ça que c'est très important de vérifier les bases de données sur lesquelles s'entraînent les Hmm. intelligences artificielles que vous utilisez pour générer des œuvres, des images. Enfin, c'est pas Ok. des œuvres du coup. Ouais, du coup, Vous avez compris. ouais, non, mais j'ai bien compris, c'est bien ça enfin, le danger ou la subtilité, quoi. Ok. Bah, merci de cette précision. Et ben de rien. Merci Bruno pour la question. Je vois dans la conversation Alain Dubois qui dit qu'il a entendu parler de l'IA Legal Tech.
et il demande ce que vous en pensez, si ça vous Aucune parle. idée, ça me parle pas du tout. Ça doit être européen, je pense, Alain, parce que C'est Alain, une legal tech, du coup? C'est une legal tech, générée par intelligence artificielle? Alain, est-ce que tu souhaites prendre la parole? Non, mais sinon, de toute manière, je pense qu'on va pas Ouais. s'avancer dessus si on connaît pas, donc Oui, oui, oui. Ah bon, il veut pas prendre la parole. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres éclaircissements, précisions dont vous avez besoin? Merci d'ailleurs Marie pour d'avoir reparlé des masterclass. Je voulais justement en parler en conclusion. Mais parfait. Du coup, il y a un petit tour de France qui s'organise des masterclass, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Normalement, vos pôles référents les ont inscrits sur leur site internet. Vous pouvez aussi retrouver sur le site de l'INPI. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions aussi, à les poser à vos pôles référents, à vos pôles filières référents, pour qu'on puisse vous renvoyer du coup chez Marie, chez Gauthier, même si vous avez leur adresse. Nous, Nextmove, on organise aussi tous les premiers mercredis du mois une permanence. Donc, s'il y a un moment, vous avez envie de bloquer un moment, un petit rendez-vous de 30 minutes, c'est l'occasion. J'ai vu que j'avais des collègues de NAE et Tastec qui étaient là. Donc, si toi, vous voulez prendre la parole pour dire aussi vos relais, n'hésitez pas. Et encore une fois, si vous avez encore des questions, c'est l'occasion. Et sinon, n'hésitez pas à prendre rendez-vous du coup avec Marie et Gauthier. J'attends de voir s'il y a d'autres petites questions. Bon, bah, sinon, retenez bien août 2027. C'est la date à retenir. Et tenez-vous Il y a encore informés un un peu de peu temps. des ouais, ouais, ça arrive vite, hein, moins de 1 an et Ouais, demi. Ouais, tenez-vous informés des évolutions, hein, parce que c'est, en termes jurisprudentiels, et même en termes légal, c'est un domaine qui risque de bouger. Super. Eh ben, écoutez, merci beaucoup à tous les participants, participantes. J'espère que ça a été très pertinent pour vous et que vous avez appris des choses. Encore une fois, vous pouvez écrire à Marie et à Gauthier. Et merci à vous deux d'avoir pris le temps de présenter tout ça. Merci pour l'invitation. Merci à toi, Denis.